La conférence d'aujourd'hui, elle est pertinente à notre thème transversal qui s'intitule Agir pour et avec les usagers. On a Jean-François Pelletier avec nous et Emmanuel Reid aussi. Ils sont nos co-présentateurs. Leur conférence s'appelle La paire aidance pour favoriser le rétablissement. Oui, mais lequel? Alors, voilà. Jean-François Pelletier est père aidant, il est chercheur d'établissement et il est spécialiste d'activités cliniques au Centre de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest, Centre intégré, pardon. Et il est l'auteur de Se rétablir en santé mentale. Donc, ça, c'est un livre qui est paru chez Elsevier-Masson en 2021. Il est professeur adjoint de clinique à l'Université Yale. Il est aussi chargé de cours à la Faculté d'éducation permanente de l'Université de Montréal pour le microprogramme de formation à la paradanse. Et finalement, il est aussi membre de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. Et ce, c'est à titre de praticien-chercheur. Avec lui aujourd'hui, il y a Emmanuel Reid, qui est père aidante au CIS de la Montérégie-Ouest. Donc, après leur présentation, le reste de l'activité, il y aura les échanges dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pourrez à ce moment-là nous partager vos questions, commentaires, etc. Ça va alimenter cette partie-là. Donc, votre participation à vous aussi est importante. Maintenant, je cède la parole au conférencier. Merci beaucoup, Lise. Merci, Frédéric, de nous avoir invités pour cette présentation sur le rétablissement. Moi-même, je suis une personne en rétablissement et depuis quelques années, je me présente comme un fier père aidant, puis je vous en parlerai un petit peu de mon cheminement personnel sur ce plan. Aujourd'hui, c'est essentiellement en deux termes, hein, le côté plus historique, là, les fondements du rétablissement, avec moi qui représente un peu l'expert dans le domaine, puisque j'ai été une douzaine d'années professeur-chercheur. Je couvre cet aspect-là. Mais ensuite, ma collègue Emmanuelle va plus parler d'elle-même de son propre parcours de rétablissement et ensuite, on aura une période de questions. Alors, je vais commencer le partage d'écran. J'ai préparé, comme il se doit, une projection à PowerPoint. On va se situer comme ça au début. Bon, voilà. Alors, si vous êtes des intervenants en santé mentale et dépendance, là, c'est quasiment certain que vous avez entendu parler ces dernières années du rétablissement des pères aidants. Mais ce que les gens, des fois, on a tendance à oublier, il y a plusieurs types de rétablissement. Et puis là, on va faire un petit peu un historique. Même au début de la psychiatrie elle-même, les fondateurs avaient une conception du rétablissement qui a évolué au fil des siècles. Et de manière plus officielle, là, plus récente, on peut se situer au Québec à peu près une vingtaine d'années, c'est-à-dire en 2005, avec le plan d'action en santé mentale La Force des liens, où là, vraiment, on vient camper le rétablissement comme étant l'orientation officielle là, du système de santé mentale et dépendance au Québec, comme ça se fait un peu partout dans le monde, et d'ailleurs tel que recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Puis moi, pour faire des activités comme ça, j'en ai fait plusieurs, puis c'est arrivé souvent qu'on arrive dans des milieux où les gens vont dire, ben, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un professeur d'université, là, aussi sympathique soit-il, pour venir nous expliquer c'est quoi le rétablissement? On a toujours fait ça. Là, on voyait que, étant donné que c'est un mot assez commun, un rétablissement, c'est un terme que tout un chacun peut utiliser, là. Tout de suite, si on dit le mot rétablissement, bien, spontanément, il y a une vision, il y a une compréhension que les gens, là, ça leur pop à l'esprit. Puis souvent, mais c'est cette préconception-là qui va primer si on ne fait pas la pédagogie du rétablissement. Et moi, je me suis fait à l'idée que je vais devoir faire des présentations comme celle-ci, les répéter au fur et à mesure qu'on a des nouveaux employés et ainsi de suite. Donc, ici, aujourd'hui, on va essayer d'être le plus concret possible. Il y a plusieurs intervenants, notamment de mes collègues là, à la direction des programmes santé mentale et dépendance du CIS de la Montérégie-Ouest, mais ailleurs. Puis là, on voit bien dans les documents ministériels en dépendance et en santé mentale, le programme québécois pour les troubles mentaux. Vraiment, le rétablissement, maintenant, c'est partout. Puis on essaie de voir, s'assurer que ce n'est pas juste un buzzword. Hein. Des fois, les gens, on voyait, le rétablissement, ben, ça va passer aussi vite que c'est venu. Mais finalement, on va voir que ce n'est pas le cas. Vous ne vous en clairerez pas. Vraiment, l'orientation au rétablissement,
c'est majeur, c'est partout dans le monde. Puis on essaie de voir comment on peut actualiser ça dans notre offre de service. Donc, on va essayer d'avoir quelque chose aussi pratique possible, mais c'est bien quand même d'avoir une connaissance plus générale de d'où ça vient. Puis l'idée, c'est pouvoir se familiariser avec les concepts de base du rétablissement. Puis l'objectif aussi, aujourd'hui, là, on n'en a conservé qu'un seul, comment distinguer le rétablissement clinique et rétablissement personnel. Si on fait ça aujourd'hui, ça va être déjà une bonne base, puis peut-être qu'on pourra poursuivre avec d'autres présentations pour couvrir des dimensions plus pointues. Mais aujourd'hui, attendez-vous à quelque chose de très général de ma part et de très personnel avec Emmanuel. On peut remonter au 18e siècle, hein, les années 1700 quelques, là, on voit ça a été un demi-millénaire de tradition asilaire, très bien documentée, là, décrite par cette pratique-là asilaire par Michel Foucault, notamment. Hein, et puis, est arrivée la Révolution française. On peut vraiment situer, là, si on veut situer quelque part l'époque moderne, bien, avec la Révolution française, un grand brouhaha, n'est-ce pas? Bien, les idéaux démocratiques de la Révolution française ont entraîné une profonde remise en question du modèle asilaire qui était en place là, et pas vraiment remis en question. On parquait les gens là. Des fois, on en parle comme on entreposait les gens. Parfois, c'était parce que c'était des opposants au régime royaliste. C'était un peu un fourre-tout. Là. On mettait tout ce qui dépassait, là, tout ce qui était un peu déviant, pour reprendre la terminologie de l'époque, tout ce qui n'était pas normal par rapport à ce qui était attendu comme conduite sociale là, qui est acceptable à cette époque-là. Puis là, ben, est arrivé Philippe Pinel. Philippe Pinel, lui, c'était un médecin généraliste. Et puis, il s'est fait dire par le consistoire, le conseil révolutionnaire, bien, désormais, il était déjà connu, vous allez vous occuper des asiles qu'on a. Puis il a commencé par celui de Bicêtre, qui était un asile à Paris pour hommes. Mais lui, il n'y avait pas de formation particulière en psychiatrie. On considère que c'est le fondateur de la psychiatrie française, donc il ne pouvait pas avoir été formé avant lui-même. OK? Mais généralement, on situe le début de la psychiatrie moderne comme discipline médicale avec Philippe Pinel au moment où il s'est fait un peu imposer cette charge-là, qu'on ne refusait rien au consistoire, là, sinon c'est la guillotine. Là. Fait que lui, il arrive dans les asiles, ça demande un petit peu ce qu'il fait là. C'est vraiment à lui qu'on attribue là, un traitement moral médical. Avant, les gens étaient parqués là parce qu'ils ne devaient pas être dans la société, mais il n'y a personne qui pensait que ça pouvait s'améliorer la condition des gens qui étaient envoyés là-bas. Puis quand il était là, bien, il était victime de coups, l'immersion dans l'eau froide, le jeûne, des saignées abondantes et répétées, des traitements. Comme si on traitait, dans le fond, des criminels. Hein, c'était parce que les gens l'avaient plus ou moins mérité, ou c'était une fatalité divine, puis il n'y avait rien qu'on pouvait y faire. Jusqu'à l'arrivée de Pinel, qui, depuis ce temps-là, ben, ces grands asiles-là ont graduellement endossé, essayé d'avoir une vocation plus thérapeutique. Donc, c'est là que commence vraiment la psychiatrie là, comme spécialité médicale. Et puis, je mets ça, j'ai mis ça dans le 18e siècle parce que vers la période de la Révolution, c'est beaucoup de chambardements jusqu'à l'arrivée de Napoléon, peut-être. Donc, Pinel avait déjà écrit en 1794, il utilise lui-même le mot de rétablissement. Donc, historiquement, la psychiatrie et le rétablissement, bien, ça vient beaucoup ensemble. Mais on va voir que ensuite, comme n'importe quelle spécialité, ça va se décliner en différentes compréhensions puis, et définitions qui vont se raffiner au fil des temps, des décennies et des siècles. Mais vraiment, le terme lui-même était utilisé par Pinel. Donc, je vous demande, il y aura 10 questions comme celle-là. Je pense que c'est assez facile à répondre. Qui fut le premier à concevoir un traitement moral médical et à parler de rétablissement? Alors, je pense que vous avez la réponse à l'esprit. Donc, on poursuit toujours au 19e siècle, là, les années 1800, mais on continue avec Pinel, parce que là, c'est là que vraiment la psychiatrie est en train de s'organiser comme spécialité médicale.
est en recherche de crédibilité, de légitimité par rapport à d'autres disciplines. Donc, c'est de développer une base disciplinaire et scientifique qui soit propre à la psychiatrie naissante. Mais déjà, comme on disait tout à l'heure, hein, Pinel arrive là. Bon, OK, il ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais il a entendu parler de ces endroits-là, comme partout dans la société à l'époque. Et qu'est-ce qu'on faisait? Ben, c'est des gens qui. On les envoyait là pour les punir. C'était des délinquants, un peu des dévergondés, des débauchés ou des gens qui hurlaient, qui étaient dangereux. Puis il y avait ce traitement-là. Et puis, c'est ça que Pinel a constaté, là, et je le dis, là, cette fois-ci, en 1809, avec son traité, son premier traité, qui commence à classer là, les différents types de grandes pathologies psychiatriques qui vont suivre par la suite. Donc, les aliénés, loin d'être des coupables qu'il faut punir, sont des malades dont l'état mental mérite tous les égards dus à l'humanité souffrante par les moyens les plus simples à rétablir la raison égarée. Donc, on parlait tantôt des valeurs humanistes, la Révolution française, rétablir la raison égarée. Donc, on veut faire en sorte un peu de normaliser les gens. Il dit, c'est possible de revenir à une certaine raison, puis c'est un peu ça l'objectif. Puis il se disait, bien, dans le fond, ça n'a jamais été vraiment incurable. Ce qui fait que c'est parfois incurable, ben, la façon dont on les traite, là, ne soyons pas étonnés si les gens développent des stratégies qui font qu'on perpétue la fureur. Il y a une exaspération constante parce que les gens sont traités avec mépris et respect. Alors lui, il vient questionner, là, regarder la folie comme une maladie en général incurable, c'est avancer une assertion vague et sans cesse contredite par les faits les plus authentiques. Donc, Pinel, c'est aussi un classificateur. Il avait même publié un livre là, sur différents types d'herbes médicinales, je pense. C'est un gars qui procède systématiquement. Il y a cette approche-là basée sur les faits et l'observation. C'est ce qui lui permet, comme il est nommé dans les asiles, d'abord bicètre pour les hommes et ensuite les femmes à la salpêtrière, eh bien, il constate là, que, dans le fond, la folie ou la manie qu'on appelait à l'époque peut être épisodique et peut être déclenchée en réponse à des événements extérieurs, sociaux ou environnementaux. Deuxièmement, elle peut affecter ou compromettre certaines fonctions tout en laissant les autres intactes, même lorsque la personne est dans une phase active ou aiguë. Puis ça, selon l'auteur et médecin Wiener ici, ces découvertes-là sont vraiment majeures. Quant à la folie épisodique, il s'agissait d'un concept nouveau avec de profondes implications pour la thérapie. Si le patient était par intermittence dément, c'est qu'il était par intermittence sain. Sachant cela, le thérapeute pourrait désormais tenter d'établir un lien de confiance et une bonne relation avec la partie saine de la personne et d'impliquer le patient dans le processus thérapeutique. C'est là qu'on commence là, à voir un petit peu les usagers eux-mêmes, qu'on va appeler plus tard, là, ben, comme étant de potentiels acteurs de leur propre établissement, et pas seulement des gens qui sont victimes du système et qui sont parqués contre leur volonté dans des entrepôts, les asiles. Puis comment Pinel a pu observer tout ça, là, il en vient à constater que l'expérience prouve sans cesse les heureux effets d'un caractère conciliant et d'une fermeté douce et compatissante. Wow! Il était temps, n'est-ce pas? Mais pour constater ça, lui, il se dit, là, une chance que quand je suis arrivé là, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire qui se nommait Jean-Baptiste Poussin. OK? Mais Pinel parle aussi que Poussin il était avec sa femme Marguerite Jublin. Et puis, toute l'histoire maintenant de la psychiatrie, alors qu'on souvent on imagine hein, que c'est Pinel, fondateur de la psychiatrie, qui le premier a fait retirer les chaînes aux internés des asiles, mais maintenant on voit que c'est peut-être probablement plus Poussin. Donc, Pinel arrive là, il regarde Poussin aller, qui est plus en douceur que les autres, puis là, il commence à lui poser des questions et c'est ce qui va aider Pinel à codifier son traitement moral. Son traitement moral, c'est les réponses données par Poussin aux questions posées par Pinel. Et puis, des questions qui étaient, par exemple, donc, qui est-ce que le docteur Philippe Pinel considère avoir été son véritable professeur de psychiatrie? C'est Poussin. Il le dit lui-même.
Et Poussin, c'était un ancien patient de Bicêtre lui-même. Des fois, on a tendance à l'oublier. On voit les grandes allégories là, qui ont été produites par les descendants de Pinel, qui étaient eux-mêmes des psychiatres, qui voulaient donner un caractère là, très solennel là, à leur ancêtre et à la psychiatrie. Puis il y a ces portraits-là là, qu'on connaît, c'est des murales là, immenses. Et puis ici à Bicêtre, avec les hommes, vous voyez, c'est un grand geste, là, c'est lui l'autorité scientifique, mais lui, il n'a jamais prétendu ça. Il est arrivé là pour observer et classifier. Il n'était pas arrivé là avec une connaissance déjà établie qui essayait de confirmer ses propres hypothèses. Là. Mais remarquez ici, on pense que, vous voyez, Pinel, bon, on l'aurait commandé, mais bon, c'est une allégorie, et c'est Pinel, c'est Poussin, pardon, qui lui-même, là, procède au fait de briser les chaînes. Et la même chose avec les femmes à la salpêtrière, encore une fois, ce serait Poussin qui enlève les instruments de torture, là, qui fait que les gens étaient attachés, qui étaient laissés comme ça par terre, plus ou moins dénudés, puis qui voudrait être à leur place. Bref, on avance à grands pas, on est rendu maintenant au 20e siècle, et là, la psychiatrie a commencé à se structurer, puis Pinel a eu des successeurs, entre autres Henricus Runke, qui lui, c'était un psychiatre hollandais. Et puis, il était très, très influent jusqu'à au moins la moitié du 20e siècle et même au-delà, avec son concept là, de Giffel, Precox-Giffel, désolé pour mon hollandais. Là. OK? Giffel était une espèce d'étrangeté vécue par le clinicien, puis Precox, hein, précocement. Fait que lui, son idée, là, pour établir un diagnostic, là, si tu trouves que la personne a l'air bizarre, ben, tu peux dire qu'elle souffre de schizophrénie. C'était ça, la scientificité, la psychiatrie à l'époque. Évidemment, on caricature un petit peu, là, mais ce feeling-là de bizarrerie a fait des ravages incroyables, une hypothèse un peu déroutante. Bon, c'est facile toujours, 100 ans plus tard, de se moquer de ce que les gens pensaient à une époque supposément révolue par rapport à la nôtre. Là. Mais quand même, ça a pris beaucoup de temps avant que ça tombe en désuétude. Même encore en 1980, avec le DSM-3, on en parlait encore. Ça veut dire que c'est ce que les étudiants en psychiatrie se font enseigner. Et notamment là, que la schizophrénie, bien, c'est avec un autre psychiatre, Kraplin, cette fois-ci, que ce serait un processus irréversible de décomposition irréversible, détérioration irréversible. C'est ce que les psychiatres, à l'époque, se faisaient enseigner. Et puis, comment qu'on a pu... ici, je tire votre attention, l'auteur de... C'est un peu caricatural. On a parlé de la psychiatrie des 3 premières minutes, ou même sans avoir parlé aux patients, le psychiatre pouvait déjà énoncer son diagnostic sur une espèce de feeling d'étrangeté. Là. Et ici, cet étudiant-là, Gauzé, lui-même psychiatre, mais il a fait une maîtrise en philosophie. Alors, si on se demande quel psychiatre hollandais, successeur de Pinel, a enseigné le concept de Precox-Giffel, c'est Runke. Je vous donne la réponse. OK, on avance. Là, on est rendu dans les années 60. Années 60, la Révolution tranquille au Québec, toutes sortes de contestations des différentes hégémonies en place, et très particulièrement la psychiatrie un peu partout dans le monde avec l'antipsychiatrie, où on voyait bien que cette psychiatrie-là, c'est pas mal une affaire d'hommes blancs plutôt bien nantis, là. Et c'est comme ça que plein de groupes plutôt minoritaires à l'époque ont contesté cette hégémonie du modèle psychiatrique institutionnel. Et chez nous, notamment, Jean-Charles Pagé a publié un livre, Les fous crient au secours. C'est là-dedans, j'en ai une copie, ça a été réédité il y a quelques années avec une mise à jour, là, où il dénonce les conditions d'institutionnalisation à l'époque à Saint-Jean-de-Dieu, et lui, il était patient là-bas. Ça a eu un effet retentissant au Québec, ça a déclenché la commission Bédard, puis là, c'est là qu'on a retiré aux religieuses l'administration des établissements. C'est les psychiatres qui sont arrivés, puis c'est devenu à vocation réellement psychiatrique, mais assez rapidement, on a commencé à désinstitutionnaliser. Mais là, à ces beaux jours-là, il y avait 6000 patients entassés à Saint-Jean-de-Dieu. Et dans le livre, Pagé décrit comment on les arrosait avec une hausse de pompiers là, en guise de douche, là, puis toutes sortes de traitements inhumains parfaitement scandaleux. Mais lui, à un moment donné, Pagé, il est sorti de Saint-Jean-de-Dieu. Mais ce qu'il dit dans son livre, c'est
C'était pas tellement mieux à l'extérieur parce que personne ne me faisait confiance. Aussitôt qu'il devinait ou qu'il s'y était informé que je suis un ancien de Saint-Jean-de-Dieu, je ne pouvais pas me trouver d'emploi. Fait que je restais, dans le fond, dans une situation qui était pas tellement plus rose que celle que j'ai vécue à l'intérieur des murs. En fait, ça a déclenché tout ce mouvement-là de réforme au Québec. Et je vous pose la question, quel ex-patient de l'asile Saint-Jean-de-Dieu a publié le livre Les fous crient au secours? On poursuit. Plus récemment, les années 80, une certaine, enfin une femme, là, Patricia Degan, elle-même une personne avec un diagnostic de schizophrénie, mais aussi PhD en psychologie, une militante du mouvement d'usagers, anciens usagers de la psychiatrie. Mais elle a publié un important article, vous avez la référence en bas, où elle a fait un lien entre le recovery qu'on connaît plus en santé physique, c'est-à-dire, écoute, là, si tu as une mobilité réduite, tu es en chaise roulante, on ne va pas attendre que tu puisses retrouver l'usage de tes jambes avant de penser que tu puisses avoir une place et contribuer à la société. C'est le même parallèle en santé mentale quand, par exemple, la schizophrénie, si c'est là pour avoir une certaine chronicité, ça ne va pas disparaître, mais on n'attendra pas de la guérir avant d'aspirer à, avec Patricia Degan, l'aspiration, bien, c'est de vivre, travailler et aimer dans une communauté où l'on apporte une contribution significative. Donc, cet article-là de 88 de Degan, là, c'est une date très importante. Donc, comment s'appelle la militante des mouvements d'anciens usagers? C'est Patricia Degan. Question 5. En parallèle, la psychiatrie elle-même, vous voyez John Strauss ici, là, c'est un médecin psychiatre à l'université Yale. Puis lui, ben, il avait appris la même chose, là, que ça s'enseignait encore, là, que le modèle dégénérescence continue et irréversible de la schizophrénie. Lui, il était sûr que c'était ça. C'est ça qu'il a appris comme il faut. Il réussissait ses examens, donc il savait que c'était supposé être ça. Ben, ils sont allés le vérifier avec des études longitudinales du Maine et du Vermont. Un classique, très bien fait. Et là, l'hypothèse était, si on regarde, ils ont fait un suivi sur les patients qui étaient là, puis la petite histoire, c'est que une de ces étudiantes au doctorat, ben, je cherchais une thématique, puis ils ont dit, ouais, tu veux un défi? C'est fait de donner un cardex par un médecin psychiatre. Voici une liste de patients qu'on ne retrouve plus. Puis évidemment, notre hypothèse, ben, ils doivent être morts. Parce que nous, on a appris que, surtout sans traitement, ben, dégénérescence continue et irréversible. Si on ne les voit plus, c'est donc qu'ils sont plus sous traitement. Ben, donc, notre modèle à nous, psychiatrique, dit que ben, ils sont morts. On va essayer quand même d'aller les chercher. Et voyez ce qu'ils ont constaté. Entre la moitié et les 2 tiers de l'échantillon avaient obtenu une amélioration considérable ou s'étaient rétablis, contrairement aux prédictions du DSM-3 qui était en vigueur à l'époque. La moitié, là, le verre, là, il était plus qu'à moitié vide. Là, il était aux 2 tiers vide. D'ailleurs. Merci. Là, c'est là que ça a vraiment là, commencé à pénétrer le milieu psychiatrique comme tel. Et donc, qui est le premier auteur de cette série d'articles? C'est notre bon ami John Strauss à Yale. Il parle bien français. Il est très, très âgé maintenant, mais c'est un monsieur très charmant. OK? Chez nous maintenant, 2005, publication du plan d'action en santé mentale, la force des liens. Et là, vraiment, on parle du rétablissement, qui est énormément associé à la participation active à la vie en société. Fait que là, c'est plus là, seulement que s'attaquer aux symptômes. Quand tu vas à l'hôpital, tu as une pathologie, l'hôpital s'occupe de tes symptômes pour que tu puisses retourner. Dans le temps de Pinel, tu allais à l'asile, souvent tu n'en ressortais pas, là. Puis c'était pas de l'ambulatoire quelques jours, là, ou quelques semaines, pour ce que nous, on appelle maintenant la phase de stabilisation. Si quelqu'un est hospitalisé de nos jours, c'est sauf rare exception, c'est pas pour des années et des décennies, là. OK? C'est supposé être très ponctuel. C'est à la sortie de l'hôpital que le rétablissement personnel commence comme enjeu de participation active à la société. Et dans le plan d'action, ça fait presque 20 ans maintenant, on est en fin 2023. Pour la première fois, on parle aussi des pères aidants en santé mentale. Donc, on parle des pères aidants. Il va falloir former des pères aidants. Une première formation développée par Nathalie Dagueux à l'Université Laval. Et puis, 10 ans plus tard, à l'Université de Montréal, par moi-même, votre humble serviteur. Alors, comment s'appelle la père aidante et travailleuse sociale qui a développé en 2007 la première formation universitaire à la père aidance? Ben, c'est Nathalie Dagueux.
Et moi, peut-être dans la période de questions, je pourrais vous dire là, à quel point cette femme-là a complètement changé ma perception de moi-même comme personne en rétablissement, comme père aidant, comme un déclic là, qui a fait que 25-30 ans de la vie d'un homme là, a tout d'un coup pris une teinte particulière. On est bien loin de la guérison, là, c'est plus ça du tout. Mais c'est comment le sens de ma propre vie a pu être influencé par une père aidante. Moi, je peux parler de l'influence, pas juste d'elle, il y en a parmi nous là, qui savent, qui ont un rôle, qui m'ont soutenu beaucoup dans différentes étapes. Mais Nathalie Dagueux, pour moi, ça a été une personne qui a déclenché toute une progression. Alors, donc, on se souvient qu'il y avait les mouvements contestataires, hein, qui disaient, vous, la psychiatrie institutionnelle, vous avez vos outils, vous faites votre travail, OK, mais ne vous appropriez pas notre savoir à nous, notre expérience. Et ça, c'est très connexe avec d'autres mouvements émancipatoires. Prenons le déségrégationnisme aux États-Unis, la question autochtone maintenant, toute la question de l'appropriation du savoir. Eh bien, on dit, vous avez vos outils cliniques. Bien, mais nous, notre établissement à nous, ce n'est pas clinique, c'est l'aspiration à vivre une vie heureuse. Et ce n'est pas à vous à définir qu'est-ce que c'est que pour nous, notre établissement civique personnel dans la communauté. Et comme ça, il y a eu des outils de mesure qui ont été développés, souvent par des chercheurs eux-mêmes, des usagers de services de santé mentale ou dépendance. Et puis, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, qu'on utilise, nous, ce qu'on appelle l'indice composite de rétablissement civique. Il y a 47 items. C'est composite dans le sens, il y a deux pans essentiels. Le premier, c'est le Recovery Assessment Scale. Ça, c'est l'instrument de mesure le plus utilisé au monde, le plus traduit sur le rétablissement personnel. Et puis la mesure de la citoyenneté, plus récemment avec d'autres de mes collègues à l'Université Yale, parce qu'on voyait hein, le rétablissement et la participation à la société, donc comme citoyen à part entière. Les caractéristiques et ces instruments de mesure-là, on peut les utiliser comme outils cliniques officiels parce que leurs propriétés psychométriques ont été évaluées. Processus aussi rigoureux que n'importe quel autre instrument de mesure, mais développé dans la perspective du mouvement des usagers. Et voici bon, quelques caractéristiques. Et Patrick Corrigan, qui est un grand professeur à Chicago, mais lui-même une personne avec, je pense qu'il y a un diagnostic de schizophrénie lui-même. Et comment s'appelle cet auteur-là? Ben, c'est Patrick Corrigan. OK? Et puis ensuite, la mesure du rétablissement, vous voyez venir la question. La réponse, ce sera Michael Rowe qui a développé toute cette approche-là. Michael, qui est sociologue de formation, qui était mon mentor, je travaillais beaucoup avec lui à l'Université Yale, qui a développé toute cette approche-là de psychiatrie citoyenne et, encore une fois, avec un instrument de mesure fait avec des usagers en réponse à la question, bien, pour moi, être citoyen à part entière, ça veut dire 3 petits points, puis on a développé cet instrument de mesure. Donc, grâce à Michael, là, qui est maintenant professeur retraité, le 6 octobre prochain, à Yale, on a un grand round, le département de psychiatrie souligne son importante contribution. Il est maintenant professeur émérite. Donc, on distingue vraiment ici, vous voyez, ça, c'est des outils. Je les laissé en anglais parce que les intervenants là, parmi nous vont peut-être reconnaître ces sigles-là. Vous l'utilisez peut-être, ces outils cliniques qui visent à évaluer différents symptômes. Il y en a plusieurs. Hein? Bon, l'anxiété, dépression, troubles de substance, la psychose, OK? Puis tout sur ces outils-là, qu'est-ce qu'on veut? C'est que des scores plus faibles, parce que ça va coter ce qui est problématique, alors que les mesures du rétablissement plus personnel et civique, les outils qu'on a vus tout à l'heure, on veut des scores les plus élevés possibles. Parce qu'on demande aux gens, qu'est-ce qui fait que vous allez bien? Comment on peut vous aider à vous maintenir en rétablissement? Et puis là, c'est devenu ces questionnaires-là. Puis il n'y a pas nécessairement de corrélation. Spontanément, on pourrait le penser. Ben oui, pour être actif dans la société, si l'anxiété t'empêche de sortir chez vous, ça va être difficile d'être actif dans la société. Mais si juste réduire l'anxiété, mais tu restes chez vous, mais tu n'es toujours pas très actif dans la société. Alors, si on aura le temps tantôt, on pourra regarder certains des items. Juste le premier, là, hein? La peur ne m'empêche pas de vivre ma vie comme je le veux. Ça n'a rien à voir tellement avec l'aspect clinique. Je peux faire face à ce qui arrive dans ma vie. Je m'apprécie moi-même, et ainsi de suite. Fait que c'est quand même très différent du rétablissement clinique, qui a toute son importance, qui doit être très bien fait, mais le rétablissement personnel, c'est une autre chose, et c'est là que les pères aidants peuvent être utiles. Nos propres études, des projets pilotes là,
pas des grands nombres de participants, donc c'est juste vraiment exploratoire, tend à démontrer qu'effectivement, les pères aidants ne sont pas très utiles pour le rétablissement clinique. Le traitement habituel, le treatment as usual, que vous connaissez, ben, il fonctionne as usual pour le rétablissement clinique, mais pour le rétablissement personnel civique, les pères aidants ont leur utilité, on l'a vu dans nos études, c'est là qu'on peut trouver des effets statistiquement significatifs, mais on pourra en reparler. Et là, ce sont les items. Il existe d'autres outils, peut-être qu'Emmanuel va en parler. Vous avez peut-être déjà entendu parler des 5 étapes du rétablissement. En fait, ces 5 étapes-là, c'est 5 dimensions d'un outil qui comporte 50 questions. C'est les étiquettes, les labels des différents clusters. Fait qu'on ne peut pas utiliser ces 5 étapes pour scorer quelqu'un sur le rétablissement. Il faudrait le faire avec les 50 questions. Mais on l'entend souvent parler. Les 5 étapes, c'est quand même utile pour se raconter. Moi, je les fais moi-même, c'est très utile pour se raconter, mais pas pour coter à quel niveau quelqu'un serait ou à moitié, aux 3/4, aux 2/3 en rétablissement. D'accord? On voit le modèle et les 5 étapes sont assez connues. Le moratoire, prise de conscience, préparation, reconstruction et croissance. Et combien d'items comporte, dans le fond, c'est ce qui s'appelle le Stages of Recovery Instrument, le STORY, qui est le modèle dit en 5 étapes. Vous voyez, c'est un peu trompeur parce que l'outil s'appelle Stages of Recovery. Fait qu'on donne l'impression d'un escalier. Il faut que tu passes par 1 pour aller à 2, ensuite de 2 à 3, mais en fait, ce n'est pas ça. Tu peux avoir un score très fort sur la dimension 1, moins bonne sur la dimension 2, moyennement sur la 3e, très fort la 4e, très faible sur la 5e. C'est comme ça qu'un instrument de mesure s'utilise. Voilà pour la partie historique et sociologique, scientifique. Maintenant, peut-être qu'Emmanuel pourrait poursuivre avec son expérience personnelle. Merci Jean-François. Alors, bonjour, je m'appelle Emmanuelle Reed, je suis père aidante au CIS de la Montérégie-Ouest et je suis également une personne en rétablissement. Alors, merci. Rarement, excusez-moi, rarement ai-je été happée aussi violemment que lorsque j'ai reçu mon diagnostic de schizophrénie. Il y a vraiment un avant et un après-diagnostic. J'ai traversé toute la gamme des émotions, mais on peut vraiment dire que j'ai traversé les étapes d'acceptation et du changement telles que décrites par Kubler-Ross. À l'instar de mon cheminement dans le rétablissement civique, celui-ci a été long et linéaire. Premièrement, j'ai vécu le déni. Comme je n'ai pas été épargnée par la notionosie de la schizophrénie, j'ai vécu une grande période de déni. Puis vint la tristesse. J'ai vécu beaucoup de pleurs et d'idéations suicidaires à cause des préjugés que j'entretenais et de l'autostigmatisation que je m'affligeais. Pour être franche avec vous, j'octroyais aux schizophrènes qu'ils étaient condamnés à une vie d'invalidité, à être au crochet de l'État, pardonnez-moi, et de leur famille. Enfin, le marchandage s'est mis de la partie. Je niais le diagnostic de schizophrénie au profit d'un de maladie affective bipolaire que je voyais comme plus enviable ou profitable à mes yeux. J'y octroyais un meilleur pronostic. J'ai réussi à arriver au lâcher-prise. Et cela, grâce à une patiente hospitalisée sur la même unité que moi. Elle était plus âgée, mais elle avait le même diagnostic. Et elle exerçait le métier de physiothérapeute, était propriétaire d'un condo. Elle avait une voiture de l'année et était la fière maman chat de 2 petites bêtes rescapées. Au fur et à mesure, nos rencontres étaient génératrices d'espoir qu'elles allaient à l'encontre de mes grossiers préjugés et de l'autostigmatisation que je m'affligeais. Cette patiente a su répondre à mes questions, ce que les psychiatres étaient incapables de répondre, qui était « Que puis-je viser? À quel point puis-je espérer m'améliorer? » À cette époque, je me disais que je faisais des pas de géant dans la symptomatologie, mais je n'avais toujours pas retrouvé mon état prémorbide. Accepter le changement, ce n'est pas de tout repos. J'ai dû gérer la prise de poids gargantuesque, les déficits cognitifs, les symptômes résiduels et faire face au désarroi et à la peine et déception de mes parents. Bien que ces changements n'ont pas été effacés, ils ont été pondérés par des gains. En effet, dans ma quête et ma recherche de sens, je suis retournée aux études, nommément au programme de l'UDM en père aidance, où j'ai pu côtoyer d'autres usagers avec lesquels j'ai pu bâtir mon bagage de savoir expérientiel tel que partagé par les pairs, en plus de faire ma propre expérience. Désormais, j'ai un emploi grâce à la schizophrénie
car je suis père aidante au CIS de la Montée Régie-Ouest. Et en plus, j'ai découvert de nouveaux intérêts qui m'ont mené à poursuivre des études au 2e cycle. Comme le catégorise Kubler-Ross, c'est un dépassement et un beau apport de cela. Vous direz peut-être que je suis une miraculée ou très légèrement atteinte pour arriver à ce résultat, mais non, j'éprouve toujours certains symptômes cliniques, malgré le fait que je sois sous clozapine. Le rétablissement civique, c'est redonner un sens à sa vie, la rendre intéressante et satisfaisante en présence ou non de symptômes et de difficultés, ce dont j'ai fait la démonstration ici. Se centrer sur ses forces et ses compétences. J'ai fait le deuil de ma taille de guêpe au profit d'un mieux-être et d'un savoir spécifique. Je me sens sur mon X. Retrouver son pouvoir d'agir et faire ses propres choix, comme je l'ai fait grâce à l'élaboration de directives anticipées en psychiatrie. Affirmer son existence et son identité personnelle au-delà de la maladie mentale, on peut dire se transformer, mais comme Kubler-Ross le dit, se dépasser. Merci beaucoup.